Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'invité du direct vous retrouve une deuxième fois cette semaine dans un cadre, on va dire, d'urgence avec notre ami Farhat Ayet Ali, chef d'entreprise et expert financier. Monsieur Farhat Ayet Ali, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous à Radio M ce matin. Je dis dans un cadre un peu d'urgence parce qu'il y a un débat qui a démarré à l'Assemblée nationale autour du programme d'action du nouveau gouvernement de M. Ahmed Ouyahia. Et dans ce programme, il y a un volet qui a pris le dessus, c'est celui de l'introduction d'un financement non conventionnel pour essayer de pallier au déficit du budget de l'État durant les prochaines années, à commencer par le déficit de cette année-là. Alors, que comporte cette démarche du financement non conventionnel qui correspond techniquement, on va le rappeler en deux mots à nos amis auditeurs, à un amendement de la loi monnaie et crédit qui permet au gouvernement, qui permet à la Banque d'Algérie d'acheter en grande quantité des actifs, des titres de créance au système bancaire. Alors, comment c'est un dispositif de ce type-là qui permet donc ce type de refinancement du système bancaire par le rachat de titres de créance, comment peut-il contribuer à aider le gouvernement à résoudre sans problème de déficit ? Bon, on devrait déjà ouvrir une petite parenthèse à propos de l'article 45. Parce que l'article 45 n'interdisait pas à la Banque d'Algérie d'acheter des titres garantis, enfin des titres solvables au prix du marché, au marché secondaire, mais à une condition, une interdiction à porter sur la relation directe entre ces titres-là et le Trésor public, que ce soit au profit du Trésor ou émis par le Trésor. Pourquoi ? Parce que les gens qui à l'époque avaient conçu cet article, c'était en 1990, on avait des difficultés financières quand même assez conséquentes, peut-être même à la limite pire que celles d'aujourd'hui. Ces difficultés-là auraient dû, normalement, si on suit la logique actuelle, entraîner le gouvernement de l'époque à ne pas élaborer ce genre d'article, lui-même à se rabattre sur ce genre de financement. Mais comme nous avions une dette extérieure qui nous mettait en position de redevable morale envers des institutions internationales, elles avaient recommandé de ne pas justement passer sur ce volet du financement qu'on appelle non conventionnel, une émission interne. Parce que ce qui va se passer aujourd'hui, la Banque d'Algérie... Alors on peut expliquer, quelle était la contrainte que maintenait l'article 45 de la loi monnaie et crédit qui vient d'être levée par le vote du Conseil des ministres récemment. Cette contrainte empêcher la Banque d'Algérie de racheter des titres qui en fait sont des titres indirectement du Trésor. Du Trésor, voilà, pour qu'on comprenne très bien. Et qui font le passage par le système bancaire, c'est-à-dire le Trésor émet du papier, voilà. On achète de la dette du Trésor et les banques détiennent une créance dont on sait qu'elle va être difficilement remboursée par le Trésor parce qu'il y a le déficit. Exactement. Et donc intervient la Banque d'Algérie qui rachète à la place du Trésor, va racheter cette créance. Voilà. Donc, en fait, c'est un mécanisme de financement du Trésor qui passe par le système bancaire. C'est une opération triangulaire. De toute façon, normalement, pourquoi l'article a interdit cette opération triangulaire ? Parce que le Trésor aurait aussi bien pu s'autofinancer auprès de la Banque d'Algérie. On n'en parle plus, mais maintenant... Parce qu'à un moment donné, nous on a fait... Il y a un collègue, Ammar, chez nous, qui a interviewé l'ancien ministre du Trésor, M. Ali Ben Nouari, qui pensait, au moment, parce qu'on n'avait pas encore d'informations, que l'amendement portait sur les articles 46 et 47 qui déplafonnent la possibilité d'avoir un découvert auprès de la Banque d'Algérie. Des facilités qui est en principe à hauteur de 10% des revenus du Trésor, des revenus de fiscalité ordinaire de l'année d'avant. Or, finalement, en fait, ça, c'est un financement conventionnel. Et ce qui était préparé, c'est quelque chose de différent. Bon, à la limite, moi aussi, je pensais la même chose que... Moi, j'avais pensé à l'article 38 aussi, parce que le 38, c'est les garanties.
que la Banque d'Algérie doit avoir pour émettre de la monnaie. Donc il y a les détentions en or, les détentions en devises et les titres du Trésor aussi. Mais les titres du Trésor, solvables, ce ne sont pas ceux qui sont émis en position d'insolvabilité, parce qu'un titre ne vaut que par... enfin, quand je dis titre du Trésor, la Banque d'Algérie aurait pu aussi bien émettre sur le réescompte d'effets privés, mais garantis par au moins 3 personnes morales ou physiques crédibles. Ouais. Il se trouve qu'aujourd'hui, elles sont garanties par une seule personne morale pour la crédibilité financière. C'est le Trésor. Oui, mais bon, le Trésor, sa crédibilité au vu de la situation actuelle, ça pose problème. Alors, on va continuer à expliquer à nos amis auditeurs les précautions qu'a essayé de prendre le gouvernement dans cet amendement pour essayer de rassurer, j'imagine, les bailleurs de fonds étrangers, parce qu'on va bientôt avoir affaire à eux, l'opinion, parce qu'il y a une épargne domestique qui est visée. Si les gens continuent d'acheter du papier, des émissions de souveraines, donc du Trésor, on doit savoir où c'est que ça va. Donc, les précautions qui ont été prises, c'est que ce dispositif de financement non conventionnel ne va pas servir à n'importe quoi, il va servir à des missions précises. On peut les rappeler, vous pouvez les rappeler. Justement, ça c'est ce que dit le gouvernement. Mais l'amendement de la loi ne prévoit pas de toute façon c'est pas écrit dans la loi, ça c'est ce que dit le gouvernement. C'est ce que dit le gouvernement. En plus, ce qui est écrit... On peut le rappeler, le gouvernement dit ça va servir à rembourser l'emprunt, cet emprunt éventuellement d'autres. Ça va servir à couvrir donc le Trésor dans ses engagements auprès de Sonelgaz et de Sonatrach pour le gap tarif réel, tarif subventionné. Et ça va permettre de recapitaliser le Fonds national d'investissement qui a besoin de continuer à prendre des participations en portefeuille. Voilà un peu le cadre du financement. On a ajouté une autre limitation. Ça dure 5 ans. Si, Hassan, moi ça me rappelle une anecdote dans les années 90, c'est une relation que j'avais un problème de chèque sans provision. Et comme le juge le sommait de payer, il a voulu émettre un autre chèque. Peut-être qu'entre-temps, il a provisionné son compte. Non, pas du tout, justement, parce qu'il avait le carnet de chèques entier chez lui, quand on est mettre encore dans une forme de cavalerie fictive. Donc, quand quelqu'un me dit, voilà, je place des bons du Trésor pour régler les bons du Trésor de l'emprunt obligataire, je trouve quand même curieux d'aller emprunter pour aller rembourser une dette. C'est faisable, ça peut se faire même dans le commerce, la bourse en fin de compte, c'est quoi mais ça fait un effet de boule de neige. Si nous étions dans une économie ouverte, où il existe effectivement un marché financier et une sphère réelle, productive, de services, de biens, ou même d'idées à la limite, et puis connectées sur le système international, ça peut se faire. Le Trésor aurait pu se refinancer, couvrir les dettes actuelles, le temps de se refaire une santé. Mais là, non, ce n'est pas le cas. Donc vous dites, M. Ferhat Aïtali, qu'en l'état actuel des choses, on ne peut pas s'assurer que le gouvernement va utiliser ce financement non conventionnel pour les objectifs qu'il nous propose. Il n'y a aucun moyen de le vérifier. Souvenons-nous que le fameux emprunt obligataire, qui était censé être un palliatif à cette autre forme d'emprunt obligataire, en fin de compte, d'une manière ou d'une autre, ce fameux emprunt obligataire, on nous avait sorti une destination bizarre. Financement de projet qui était censé même être générateur de revenus que le Trésor se promettait de partager par anticipation sous forme d'intérêt avec ses bailleurs de fonds. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y allait tout droit au financement du déficit. Quand on a un déficit dans ces caisses, il n'y a pas moyen d'orienter les revenus. Maintenant, une fois cet argent émis pour solder les déficits entre les recettes et les dépenses du Trésor, qui consacre cet argent dans le budget général, qui le consacre au remboursement de la dette envers les particuliers, ou qui le consacre à des projets rentables, à l'équipement ou au fonctionnement, ça ne change strictement rien. La question est de compenser un gap entre les recettes et les dépenses. Je ne vois même pas l'utilité de toute une liste d'affectations, parce que la logique aurait voulu, quand on fait une liste d'affectations, ces affectations doivent être chapitrées et plafonnées. Dites, voilà, moi je vais lever 1000 milliards de dinars sur le circuit secondaire. La Banque d'Algérie va les racheter. Maintenant, les 1000 milliards de dinars, voilà, je me propose de mettre 200 au FNI, je me propose de rembourser 500 à des particuliers, d'anciennes dettes, parce que les gens ils s'oublient qu'il y a une dette publique assez lourde quand même. Absolument. Même si le ratio est encore supportable. Bon, le ratio, quand on voit ce qui se passe ailleurs. Non, mais ceci dit, ce ratio n'a rien à voir avec ce qui se passe ailleurs, parce que toute la nuance est de taille.
nous sommes en train pratiquement de transposer des données d'autres repères sur un faux repère. Ailleurs, l'économie est dynamique. Ailleurs, leur dette, elle est supportée par le reste du monde. D'une manière ou d'une autre. On va en parler dans un instant, Monsieur Farhat Aitali. Justement, c'est une transition que vous nous offrez pour évoquer le débat actuel à l'Assemblée nationale et les craintes, pas seulement de l'opposition politique, mais aussi de députés de la majorité qui ont laissé filtrer de sérieuses inquiétudes. Ce processus-là, il porte le risque d'une vraie tension inflationniste, parce qu'on n'est pas sûr on vient de l'expliquer, que ça va rester confiné dans le circuit bancaire. Cela a toutes les chances d'avoir une incidence sur le prix, sur les prix des biens et des services. Ce n'est pas qu'on n'est pas sûr que ça va rester confiné dans le circuit bancaire. Moi, je suis pratiquement sûr de l'inverse. De toute façon, ça n'aura pas vraiment un effet inflationniste exagéré. Pourquoi ? Parce que le montant de ces émissions va aller à un déficit qui était lui-même générateur d'une certaine inflation. Donc cet argent-là vient dans l'immédiat, il n'y aura pas de tension inflationniste. Pourquoi ? Parce que cet argent va couvrir des trous qui étaient censés, s'ils étaient comblés avant, générer de l'inflation. On y est déjà à 7,7. Mais dans un second temps, parce qu'en général, quand on injecte de la monnaie dans un circuit monétaire, ces effets ne sont pas immédiats. Dans l'immédiat, c'est pratiquement les mêmes règlements, les mêmes paiements qui étaient prévus initialement pour le même circuit dans la société. Mais dans un second temps, cet argent-là, en arrivant massivement, et là, il va créer des tensions automatiquement. Pourquoi ? Sa garantie à l'international, elle va baisser entre-temps. Parce que nous sommes en train de prêter au Trésor pour que le Trésor puisse dépenser. Comme la production de biens et services locaux elle est assez limitée, donc si cela ne s'accompagne pas d'une baisse des importations d'autant, si cela se répercute avec le même rythme sur les réserves de change, nos garanties en devises de la même masse émise vont baisser. Automatiquement, la dévaluation, elle n'est pas politique, elle n'est pas décidée, elle est automatique. Elle est technique. Elle est technique, mais on va évoquer quand même son calendrier, parce que c'est une des possibilités qui est souvent évoquée par les économistes. M. Ahmed Yahia a dit que les autres ont déjà pratiqué du financement non conventionnel. Il a fait allusion au quantitative easing de la banque de la Fed aux États-Unis, notamment, en disant que finalement c'est un mécanisme ordinaire qu'on peut utiliser, qui n'est pas nécessairement inflationniste. C'est le cas pour les États-Unis et l'Europe avec la BCE. En quoi cette comparaison peut-elle poser problème, M. Aitali ? Moi, je trouve cette comparaison farfelue. Dans un pays où le gouvernement... Attendez, ça va faire le titre d'un papier chez Maghreb Émergent. La comparaison d'Ahmed Yahia est farfelue. Elle est vraiment farfelue. Bon, si on devait faire toutes les autres comparaisons, avec les pays cités, on va se retrouver avec 5% de similitudes en général négatives. Donc il n'y a aucune similitude positive. Mais maintenant, restant dans l'économie, c'est vraiment farfelu. Premièrement, aux États-Unis d'Amérique, d'ailleurs, il a cité la Réserve fédérale comme étant une sorte de banque centrale américaine, donc c'est une banque privée. Oui. Il a dit que le Trésor public américain l'avait sollicité. Non. On a été sollicité pour renflouer le système bancaire qui était sinistré après le problème de 2008, après le problème des subprimes. La BCE a fait de même pour relancer une économie européenne en berne par la consommation et la production. Ce n'est pas le cas. En Algérie, premièrement, nous allons. C'est le gouvernement qui sollicite la Banque centrale, qui est pratiquement un de ses appendices, d'ailleurs, qui est devenu un peu plus. Qu'il est devenu un peu plus. On a été ponctionné. On doit reconnaître à M. L'Aksassi, finalement, avec le recul, une relative distance par rapport au gouvernement. De toute façon, depuis le départ d'Abdelrahman Haj Nasser, le recul n'a jamais cessé. Bon, L'Aksassi, il a fait une sorte de résistance d'arrière-garde jusqu'à un moment donné où il a dû tout céder. Mais maintenant, là, on peut dire que Banque d'Algérie ou BEA ou n'importe quelle autre banque primaire, on n'en est plus très loin. D'ailleurs, c'était le rêve de M. Yahia depuis 1996. Il n'a jamais pu considérer la Banque d'Algérie comme étant un organisme supragouvernemental censé réguler le monétaire en Algérie. Il a toujours considéré que toutes les subdivisions de l'État, y compris les banques, qu'elles soient publiques ou banques centrales, comme étant des appendices du gouvernement. Alors, la comparaison n'est pas bonne, elle est farfelue, parce que aussi
vous le dites, il y a dans les émissions de la BCE l'euro, dans les émissions de la Fed le dollar, qui sont des monnaies de réserve internationale. Donc c'est une partie de l'inflation que cette émission aurait pu générer est partie dans le reste du monde. Elle est quasiment exportée. Donc je ne peux pas comparer un pays qui est importateur net de tous les effets négatifs de toutes les autres monnaies sur sa monnaie intérieure à des pays qui justement ont cette capacité d'exporter les effets négatifs de leur politique monétaire. La comparaison n'a pas lieu d'être dans l'absolu. En plus, il y a un autre problème que pose la vision de M. Yahya à propos de ce quantitative easing de 2008. Il s'est accompagné d'autres mesures, y compris des taux d'intérêt négatifs. Oui. Il s'est accompagné pratiquement d'un refinancement du système bancaire destiné directement à un système financier qui a plusieurs paliers, même tertiaires. Un refinancement par quasiment de l'argent gratuit. Un refinancement de l'économie. Parce qu'il existe déjà une économie qui s'est retrouvée prise dans une sorte de prise d'air par la faute de manipulation aux effets imprévus, les subprimes. Mais il fallait relancer, juste amorcer la machine. Mais là, c'est tout le tuyau qui a une prise d'air. Ce n'est pas la tête de la pompe qui a une prise d'air. Donc, toute la comparaison qu'il a faite ne repose strictement sur rien d'objectif. Monsieur Farhat Ali, on a l'impression que le gouvernement s'inscrit dans une autre temporalité avec cette démarche-là. Ce n'est plus les 3 ans et la trajectoire budgétaire proposée par la Task Force, mais on parle plus de 5 ans. Et on a vraiment le sentiment qu'on va guerroyer contre ce déficit pendant une période bien plus longue que celle qui était prévue. Première question, est-ce que vous pensez, comme le laisse entendre Alexandre Kateb, qui faisait partie de la Task Force, que les objectifs de réduction du déficit budgétaire qui étaient dans la courbe, la trajectoire budgétaire proposée par la Task Force étaient un peu présomptueux, un peu trop optimistes, et qu'aujourd'hui on revient à une réalité, ça prendra plus de temps et ça ne sera pas possible de revenir je rappelle, en 2 mots, en 2019, la Task Force proposait d'arriver à 4,3 seulement % de déficit du budget par rapport au PIB, ce qui est quasiment un quasi-retour à l'équilibre. Mais sérieusement, moi j'ai vu à l'époque, quand le cadrage budgétaire de la loi de finances 2017 a été fait sur la base des cogitations de la dite Task Force. Oui. Pratiquement, ça ne reposait sur rien de cohérent aussi. Un pétrole à $55. 55 et en 2019 à 60. Oui. Alors, quand on est dans un marché en berne, la logique voudrait que dans n'importe quelle perspective, dans n'importe quelle prévision de relance ou de rationalisation, on reste en deçà du cours de référence du moment, ou bien à la limite on se met à ce plafond. On ne peut pas avoir du pétrole, à l'époque il était à 45 dinars pour le WTC, $45, oui. À $45 et faire des calculs sur la base de $60 en 2019. Ça reposait sur quoi déjà cette extrapolation? En plus ils ont passé... Une remontée de la demande. Ouais, une remontée de la demande qui a été calculée sur quelle base et une montée en exponentielle de la production, personne ne l'a prévu. Alors un sujet que vous parlez très bien, je rappelle que vous avez été pendant longtemps inspecteur des finances et que vous êtes un maître de la fiscalité. Il y avait dans le programme de la Task Force aussi une prévision très optimiste de bond en avant, quasiment à 2 chiffres par an, de la fiscalité ordinaire. Ça justement, c'est le mystère de l'année. Parce que la fiscalité ordinaire algérienne elle est tributaire pratiquement des recettes pétrolières, presque à 100%. Il n'y a pas de fiscalité ordinaire en Algérie. Ce qu'on appelle la fiscalité ordinaire en Algérie, c'est des ponctions en aval. Passage frontière. Non, c'est des ponctions en aval sur des distributions en amont. Le gros de l'IRG que récupère l'État, c'est pratiquement des IRG sur salaire, et le gros de l'IRG sur salaire, c'est l'IRG sur ses propres fonctionnaires. Donc forcément, s'ils ne les payent pas, ils ne récupèrent pas. Ça représente à peu près 22% de la fiscalité ordinaire. Nous avons d'autres formes de fiscalité portuaire. C'est 42% des recettes ordinaires. Ces 42% sont tributaires des réserves de change actuellement, parce que sans les réserves de change, les 25 à 30 milliards de dollars qui manquent chaque année, ça va manquer en fiscalité. Donc, parler d'amélioration. Ah mais alors là, dans le cadrage de la Task Force, on n'était pas parti pour 40 milliards de dollars, 4 000 milliards de dinars, alors qu'actuellement, 2600 milliards de dinars, c'est un maximum, avec la dévaluation. Parce que si on avait maintenu le cours du dinar
au cours d'équilibre de 82 dinars le dollar de 2013, on n'aurait jamais eu ces recettes. Donc je ne sais pas où est-ce qu'il... D'ailleurs, ils n'ont même pas Donc dit. il faut oublier ce cadrage. Il faut oublier cette histoire-là. Le cadrage, il est mort. Non, de toute façon, il y a Parce rien qu'il n'y fait plus référence. Hein. Non, il n'y fait plus référence, mais quelque part, en matière de prévision, il n'est pas très loin de ce cadrage aussi. Hein. Bon, il ne fait pas référence en matière de recettes pétrolières, mais en matière d'amélioration des recettes ordinaires. Il bombe le torse. Mais amélioration des recettes ordinaires, à moins d'attaquer les gens au Kalachnikov. Alors, vous faites avancer aussi la discussion. À l'Assemblée nationale, il y en a qui disent amélioration des recettes fiscales ordinaires, il faut intégrer l'informel. Pour intégrer l'informel, il faut changer de monnaie. Que vous en pensez quoi? Cette histoire de changer de monnaie, justement, sans bien sûr mettre d'autres mesures à côté, je crois que c'est une plaisanterie. Parce que ce n'est pas la monnaie elle-même actuelle qui a créé le problème. Est-ce que si maintenant, quand on dit changer de monnaie, c'est pour capter le flottant. Hein. Mais non, justement, quand on dit que changer de monnaie va tuer l'informel, le flottant, ça veut dire qu'on parle d'une certaine masse monétaire qui est thésaurisée ou qui tourne dans les circuits informels. Elle est de combien cette masse monétaire? Parce que la masse fiduciaire, elle est de 4 700 milliards de dinars. Elle n'a pas totalement disparu dans l'informel, sinon toutes les provisions que les gens font dans les banques en espèces pour faire l'importation à sortent d'où? Donc il faudrait déjà estimer ce montant à récupérer. Il est surévalué selon vous? Évidemment qu'il est surévalué. Moi j'ai entendu des gens parler de 125 milliards de dollars d'informel. Il y a des gens qui pensent qu'il y a 35 milliards de dollars qui sont cachés dans les garages, alors qu'ils n'ont que 40 milliards que nous avons tous, y compris ce que nous avons dans nos poches en ce moment. Est-ce que les postes distribuent régulièrement comme salaire et retraite? Donc c'est une fausse piste. C'est une fausse piste. Moi j'ai proposé quand même de changer la monnaie, mais quelle monnaie? Enlever un zéro ou 2 zéros à la monnaie actuelle, faire de l'émission monétaire massive, pas exactement cette émission. Passer un dinar lourd, plus lourd. Un dinar plus lourd, mais aussi plus léger en matière de contre-valeur. Pourquoi? Quand on enlève les 2 zéros, il faudra le dévaluer par 3. Le dévaluer par 3, pourquoi? Parce que s'il passe au tiers de sa valeur actuelle, on aura quand même, par voie d'émission, une masse au profit de l'État qui est quand même assez lourde en fiscalité pétrolière. Mais de l'autre côté, il faudra immédiatement réviser toutes les grilles salariales, parce que là, je vois des coefficients de 1 à 35, des coefficients de 1 à 5, c'est du jamais vu. Moi, je prends toujours le plus haut salaire d'un pays, et je parle de la fonction publique. Hein. Je parle pas de... Il n'y a pas de 1 à 35 dans la fonction publique. La fonction publique, il y a du 1 à 35 quand on arrive à un ministre qui touche 550 000 dinars, plus les 45% d'indemnité de représentation. Et ouais, parce qu'ils ont 45% d'indemnité de représentation. 45% du salaire. 45% du salaire. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas, je mets à 18 000 dinars, parce qu'eux, ils ne représentent rien. Donc, ils n'ont pas d'indemnité de représentation. C'est du 35 et des fois du 40. Moi, je pense qu'en ce moment, du moment qu'on parle de solidarité nationale, le coefficient universel, en général, est de 1 à 12. Européen, il est de 1 à 10. Macron touche exactement. On parle de la fonction publique. Hein. La fonction publique. Oui, parce que dans le privé, c'est pas ça. C'est la fonction publique qui pose un problème. Oui. Parce que la fonction publique, en fin de compte, réellement en Algérie, elle ponctionne en amont le gros des salaires. Ça, c'est la DGPP qui le dit, ce n'est pas moi. L'administration ponctionne le gros des revenus. Alors, quand l'administration ponctionne le gros des revenus, les administrateurs, ils vont où? À partir du moment où vous avez ponctionné la sève d'une société pour aller la dépenser, vous n'avez pas laissé à cette société l'occasion de se créer de la richesse et de créer pour vous de la richesse. Donc, automatiquement, on va directement chez les magasins qui importent tout. Ils ont cette aisance financière qui leur permet justement d'aller aux articles qu'on veut interdire par voie de licence. Moi, personnellement, je suis pour, justement. Pourquoi je voulais diviser le dinar par 3? Oui, vous voulez diviser le dinar par 3, vous pensez donc... multiplier les revenus. Bon, en même temps, il y a les mesures d'accompagnement. Oui, donc, vous pensez que, M. Frat Ali, vous pensez que une des réponses au financement du déficit, c'est quand même de faire une dévaluation conséquente du dinar. Mais pas, parce que c'est la logique là qui est boiteuse. On ne fait pas d'émission de dinars pour financer le déficit, pour maintenir le même cheminement économique, pour maintenir le même schéma. La nuance est de taille. Si cette émission
était là pour révolutionner tout le schéma économique algérien, le schéma de répartition de revenus. Et d'affectation des ressources. Voilà, une affectation que j'estime avoir été dévoyée à partir de 2003. Dans une sorte où les plus... 2003, c'est le début du redressement des cours du pétrole. Justement. Mais là, l'administration algérienne, représentée par ses pôles les plus connus, s'est débrouillée pour nous dévoyer. Alors, un dernier chapitre dans le financement on va dire, du déficit de la balance des paiements. À ce moment-là, c'est un peu plus que le budget, c'est un peu différent, même si c'est toujours connecté. C'est cette question de recourir ou ne pas recourir au financement extérieur. Le Premier ministre a à nouveau fait montrer le recours à l'endettement extérieur comme étant un vrai danger qui pourrait créer la souveraineté économique algérienne. Vous en pensez quoi, M. Ferhat Tali? Bon, c'est une question à plusieurs tiroirs. Comme le Premier ministre, en général, ses réponses sont à plusieurs tiroirs. Pour ce qui est de la souveraineté économique algérienne, c'est une aberration de dire qu'il y a une souveraineté à partir du moment où un gouvernement a la souveraineté de ses errances. La souveraineté économique, c'est quand on n'attend pas au port sa pitance avec des réserves stratégiques en céréales pour 2 mois, pas plus. Quelque part, cette souveraineté, elle est toute relative. Non, si c'est sa souveraineté personnelle de décider pratiquement de ce qu'il veut jusqu'à l'impasse finale, ça, il peut l'entendre ainsi. Mais moi, personnellement, la souveraineté du pays, j'aimerais bien qu'on la sauvegarde en matière de capacité à tenir le coup si jamais il y a un véritable retour de manivelle pire que celui-là. Et ça risque d'arriver. Deuxièmement, pour ce qui est du marché international, M. Ouihia avait dit que ça allait nous éviter 20 milliards de dollars d'endettement, cette émission, par année. Ça veut dire, il reconnaît que ces déficits budgétaires sont de l'ordre de 2000 milliards qu'il va maintenir. C'est un chiffre qui a circulé. Donc je ne vois pratiquement aucun plan de redressement. Il a parlé de rationalisation budgétaire, donc il ne s'y attend pas, lui-même n'y croit pas. Deuxièmement, vous connaissez beaucoup de bailleurs de fonds à l'international qui vont financer à hauteur de 10 ou 20 milliards de dollars par année, par exercice, un pays dont la solvabilité, vu sa vision des dépenses, non, ça, on sait que c'est une déclaration propagandiste pour essayer de faire passer l'amendement de la loi monnaie et crédit, etc., comme étant un moindre mal. Mais 20 milliards de dollars par an, évidemment, il n'y en est pas question, et même de 10, il n'est pas question. 2 milliards, c'est le maximum qu'on puisse lever. Voilà, pour lever des fonds à hauteur de 2 ou 3 milliards de dollars par an pour... Alors vous le verrez comment Finance Project, c'est-à-dire connecté sur des projets précis, qui ont une capacité de remboursement en devises Ça n'intéresse pas M. Ouihia qui ait ce genre de financement, parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est le financement direct de tout ce qui peut être sous sa coupe, en termes de réaffectation des ressources. Autrement, si c'est pour financer des projets en BOT, on peut aller au-delà des 3 milliards par an. Voilà. On peut même lever jusqu'à 30 milliards en une seule année. C'est sur des projets bien précis. Des projets précis avec des garanties précises, mais aussi qui échappent à l'emprise de la bureaucratie. Vous dites que Ahmed Ouihia ne veut pas s'orienter dans cette direction. Évidemment qu'il ne veut pas ça. Quelqu'un qui oblige des Algériens, à l'époque où on avait assez d'argent, les oblige à payer en crédoc ce qu'ils payaient en remdoc. Quelqu'un qui oblige les gens à refuser un crédit extérieur qui n'était même pas rémunéré. Quel crédit fournisseur. Alors, même pour les achats courants, il nous a occasionné 2% de frais en plus. Ben, évidemment, les 2% de frais en plus. La balance de paiement, on a pâti jusqu'à 2014, 2013. Et si on devait comptabiliser tous les frais qu'il nous a engendrés, eh ben, c'est un petit peu le déficit de cette année. Et on n'aurait pas été obligé d'émettre. Attendez, vous êtes très à l'aise avec les chiffres, M. Ferhat Tali. Ce que vous venez de dire là est important. Vous dites que les surcoûts générés par la LFC 2009 concernant le crédoc sont... Notamment le crédoc. Oui, notamment le crédoc. Et d'autres joyeusetés du même genre aussi. Pour les certificats ça équivaut à un déficit. Le déficit là qui lui manque, on les a perdus de 2 milliards. Attendez, moi je vous mets au défi de le montrer. Oui, je vais le démontrer. Parce que c'est important. C'est important, oui. Parce que c'est important. Écoutez, quand vous faites 2 millions, quand vous faites 2% de majoration en frais de confirmation sur 70 milliards de dollars d'importation. Est-ce que tous les volumes étaient concernés par ça? Tout était passé en crédoc. Il n'a pas autorisé la moindre formule en d'autres formes de financement. Sans compter qu'il exigeait des procédures. Attendez, sur les 70 millions, je vais me faire quand même un peu l'avocat de M. Ahmed Ouihia, il faut bien. Sur les 70 milliards d'importations, bon, c'était un pic, c'était pas la moyenne de cette période-là. Oui. Il y avait une partie qui ne passait pas en crédoc, qui était en remdoc.
qui était en financement libre. Jamais de la vie. Il a interdit en 2009. Il a interdit le financement libre. Oui. Tout était Tout obligé. était en crédoc. Autre chose, l'article 58 de la LFC 2009 obligeait le partenaire étranger dans un éventuel partenariat 51-49 à ne pas ramener ses fonds, à emprunter, à lever les fonds sur le marché interne. Évidemment, qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu tous les sons le sou du monde entier qui sont venus lever des fonds sur le marché interne avec la surfacturation. D'ailleurs, ça, LFC 2009. En revenant à la facturation, à la surfacturation, cet LFC est responsable. Parce que quand on oblige les gens au crédoc, il n'y a même pas moyen de récupérer les fonds ou de bloquer la transaction sur un contrôle a posteriori ou a priori au niveau des ports. Donc tous les gens se sont mis en position de victimes, les vraies victimes et les fausses victimes. Qui leur a ouvert tous ces couloirs? Moi, quand j'ai dit le déficit de cette année, je suis gentil rien que sur les crédocs. Parce que si je devais additionner tous les méfaits de cette LFC, on va se retrouver avec son plan pour 2005 en matière de pertes. On va vous inviter pour notre émission parce que n'était pas prévu d'aller dans cette direction, mais c'est vrai que c'est très fertile parce qu'on se rend compte effectivement que les préjudices sont importants. Quand les préjudices ne vont pas directement avec une preuve quelconque dans la poche de quelqu'un, en Algérie, c'est pas considéré comme des préjudices. En Algérie, c'est considéré comme étant On va finir cette émission, M. Ferhat sur un volet qui vous tient particulièrement à cœur, c'est celui de la tentative du gouvernement Sellal, d'industrialiser une partie de la filière automobile en Algérie en imposant aux constructeurs étrangers d'assembler leurs véhicules pour maintenir leur quota de l'importation de véhicules. En Algérie, c'est un marché important. Il y a eu une première expérience. On s'est rendu compte que les taux d'intégration étaient dérisoirement faible. Les images de TMC à Tiert avaient choqué l'opinion à l'époque. Les fameuses voitures assemblées Hyundai auxquelles il ne manquait que les roues. Et le précédent ministre de l'Industrie, M. Bedda, a essayé de revoir un petit peu le cahier des charges pour essayer d'importer une contrainte supplémentaire et d'être plus ambitieux en termes de taux d'intégration. Vous avez, M. Ferhat Ali, aidé ce ministère-là à réfléchir sur la question. On a un peu le sentiment que depuis le départ du gouvernement Tebboune, on est un peu revenu en arrière. On ne sait pas très bien où veut aller le gouvernement par rapport au cahier des charges de l'intégration automobile. Jusqu'à présent, on n'a rien vu, ni de particulier. Le gouvernement ne s'est pas prononcé sur les deux cahiers de charges, donc on ne peut pas dire qu'il y a retour en arrière. Mais du moins, verbalement, j'ai cru comprendre, selon les déclarations du Premier ministre, qu'il estimait que cette formule était une industrie. La formule actuelle. Moi, j'estime que ce n'est même pas à la limite la faute des concessionnaires qui se sont recyclés, d'ailleurs d'une manière quasi sélective. On a relevé une aberration, c'est qu'on avait soumis tous les concessionnaires à une obligation d'investir sous peine de perdre leur qualité de concessionnaire. Mais par la même occasion, tous les concessionnaires soumis à l'obligation d'investir n'ont pas été retenus comme investisseurs, ni même rejetés d'ailleurs. Donc on a organisé une sorte de couloir vert pour des parties précises, pour des raisons précises. Je ne sais pas lesquelles. Nous à Maghreb Mémajon, on a souvent dit pourquoi c'était. Il y avait un problème avec M. Bouchouareb qui choisissait ses partenaires. Ceci dit, dans cette histoire-là, je vois tout sauf une industrie automobile naissante. Je l'ai dit, je le répète, je l'ai dit depuis le mois de mars à l'époque de M. Bouchouareb, qu'il n'y aura jamais la moindre industrie automobile dont l'embryon sera cette formule. Même les taux d'intégration exigés dès le départ étaient farfelus, ils ne seraient jamais atteints. Même à Renault, à Tlilet Renault, Tlilet, peut-être qu'ils vont arriver à 15-20% au maximum, mais beaucoup plus dans les services, les prestations locales. M. Ferhat Ali, jusqu'à quel point on peut imposer aux constructeurs de faire des surcoûts en cherchant des partenaires en Algérie qui vont forcément générer des surcoûts? Écoutez, sérieusement, de toute façon, personne n'a jamais pu lancer une industrie automobile en invitant les gens chez lui sans qu'ils le veuillent. Là, nous sommes en train de parler d'une industrie de pointe qui nécessite des capitaux énormes. General Motors vient de se débarrasser d'Opel en perdant lui-même 2,7 milliards de dollars. Juste pour s'en débarrasser. Nous ne sommes pas en train de parler d'une pizzeria où on va appeler 20 concessionnaires qui vont tous venir investir. Il n'y a aucun pays au monde aujourd'hui de nature à susciter une vingtaine d'investissements automobiles.
Donc, si tout ce bon monde-là est venu au ministère solliciter des agréments, ce n'est certainement pas pour faire des projets automobiles. C'est pour maintenir sa part de marché. Ni plus ni moins. Et en plus, il y a la cerise sur le gâteau, il y a la détaxe douanière, la détaxe fiscale, et pratiquement c'est un free shop. Déguisé en usine. Alors, avec ce genre de formule, qu'est-ce que vous aurez? Tant que vous avez de quoi payer en devise, cette formule-là, vous allez payer. Quand vous n'aurez plus de quoi payer en devise, le monsieur, enfin, ce qu'on appelle le partenaire étranger, de toute façon, il ne va même pas prendre sa valise, il ne l'a pas ramené. Donc, le démantèlement de ces usines peut avoir lieu au cas où... Ce n'est pas des usines, il n'y a rien à démanteler. De ces ateliers. Franchement, il n'y a rien à démanteler. Les équipements de ce genre d'usine, ça ne dépasse pas le 1 million d'euros d'équipements globaux. Et je sais ce que je dis quand je dis millions d'euros, parce que moi j'ai monté des unités. 1 million d'euros, et encore je suis gentil. Là, on est en train de parler de 120 millions de dinars. Il n'y a pas 120 millions de dinars d'équipements dans ces usines, y compris Renault. Dans les factures peut-être, mais en équipement, il n'y a rien. En bâtiment, il ne doit pas y avoir plus de 300 millions de dinars. Alors ma question, c'est par quel chemin on peut amener ces constructeurs à avoir envie d'investir en Algérie, non pas être contraint, comme vous venez d'expliquer, avoir envie, et ensuite faire en sorte qu'ils fassent tourner un peu l'écosystème local. Ils ne peuvent pas avoir envie d'investir en Algérie. Là, c'est le pays le plus rébarbatif en matière d'investissement. Ce n'est pas possible, on n'a pas pu convaincre quelqu'un d'investir dans le parpaing en Algérie. J'ai dit que le 51-49 ne ramenait que les filous et les aventuriers du monde entier. On m'a parlé de souveraineté. Alors que c'est à croire que de tous les autres pays du monde où on peut investir à 100% ses capitaux n'ont aucune souveraineté. Parler par exemple de cession de terres, de foncier à une entreprise étrangère, à une entité étrangère pour investir pour le quart de Chouhada, c'est sacré, c'est plus sacré que la Mecque à Alger. C'est quelque chose d'incroyable. On est dans l'irrationnel économique, mais aussi social. Même la population, on l'a convaincu que nous étions spéciaux. Mais effectivement, nous sommes spéciaux, mais en négatif. Monsieur Farhat Ali, merci beaucoup. Merci d'avoir débuté la journée avec nous sur Radio M. Merci beaucoup. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.